Guys, je pense que vous comprenez pas. L'épisode qu'on vient d'enregistrer, moi puis Guillaume, vient de me donner une crampe au cerveau tellement la valeur présente là-dedans. Il y a plein de moments où je me disais, faut arrêter l'épisode, on donne quasiment trop de valeur. Si vous appliquez ne serait-ce que 1% des conseils, des trucs, des stratégies, ou que vous évitez certaines des erreurs dont on vous parle dans ce podcast-là, ça peut littéralement transformer votre business et votre manière de faire des affaires de manière générale. Can't believe que cet épisode-là sort gratuitement aujourd'hui. Bonne écoute. Aujourd'hui, Manu, on parle de marketing, on parle de vente. On va aller dans ce côté-là de l'influence, la business, comment est-ce qu'on attire des gens vers nous pour leur vendre nos produits, nos services, aider des gens, contribuer en même temps. On parle de ça aujourd'hui. Notre objectif, c'est vraiment à travers l'épisode de donner un maximum de valeur et personnellement, mon but, c'est que tout le monde qui écoute cet épisode-là ressorte d'ici avec au moins 150 millions d'idées de comment ils vont pouvoir faire pour rentabiliser au maximum, peu importe qu'il y ait une entreprise de produits ou de services. C'est pas ça que tu m'avais dit avant, mais c'est correct, on va essayer. J'invente au fur et à mesure, moi-même, je ne sais pas de quoi je parle. OK, parfait. Good. Fait que, hey, première question, moi, je suis vraiment curieux de savoir, c'est quand le moment où tu as compris la puissance du marketing? Oui. Oui. Le moment où j'ai compris la puissance du marketing, je te dirais, initialement, à travers les livres de Russell Brunson, Expert Secret, Dotcom Secret, Traffic Secret. Ça fait pas si longtemps que ça, tabarouette. C'est peut-être parce que j'ai vraiment pas une bonne mémoire, mais je te dirais, la puissance du marketing, c'est qu'en fait, avant, je faisais peut-être du marketing sans m'en rendre compte de par mes propres essais-erreurs. Mais sinon, on remonte à peut-être 2011 dans ce coin-là, puis je découvrais, tu sais, Ty Lopez dans ce temps-là, les 67 Steps. Hello, here I am in my garage. In my garage, exactement. They just bought this new Lamborghini here. Puis genre, c'était classique à l'époque. Puis là, il disait « Knowledge is power », puis tout ça. Fait que là, je me suis mis à lire. Puis aussi, quand j'ai fini, j'ai continué à lire. Après ça, j'ai lu. Puis ça a vraiment changé ma vie définitivement. Ouais. Fait que tous ces livres-là ont eu une très grosse influence sur moi. Puis c'est à peu près dans ces années-là, le 2010-2011, que j'ai découvert vraiment à quel point, un bon marketing, une bonne sales page, une bonne landing page, ça peut vraiment avoir un impact. Parce que moi-même, j'en étais pas la victime, mon Dieu, on n'est pas à True Crime, mais tu sais, la cible, si on peut dire comme ça. Puis je me rendais compte à quel point, des fois, je vois des choses passer et ça me démange d'acheter. Puis d'autres fois, je suis comme, on verra. Fait que c'est là que j'ai compris la puissance que ça pouvait avoir. Moi, écoute, c'est honnêtement au début des années 2000. J'ai-tu demandé? Mais je vais le partager pareil. Parce que les gens qui nous écoutent sont intéressés. C'est vrai, j'oublie des fois. Vous nous faites signe comme ça, s'il vous plaît, même si on ne vous voit pas. T'sais. J'aimerais ça chez vous que vous fassiez signe que vous voulez entendre les choses pertinentes que j'ai à dire. Puis que dans le fond, je sais que je suis ici pour poser des questions à Manu. Puis Manu, comme conférencier, auteur, va tout nous dire. Mais j'ai des choses pertinentes à dire. Donc, je prends ma place. Moi, j'imagine juste le monde sur l'autoroute en ce moment qui hoche de la tête en disant oui, Guillaume, puis qui croise d'autres automobilistes qui sont comme vous autres aussi, vous écoutez le Life Mastery Podcast, Colin. On se hoche la tête, la courtoisie sur la route des gens qui ont fait le Life Mastery Podcast. Good. Mais juste savoir, vas-y, pour vrai, parle-moi. Ouais. En fait, c'est au début des années 2000 quand Jeff Walker, qui est celui qui a inventé ça s'appelle Product Launch Formula. Puis en ligne, il y a les lancements orchestrés, qu'on dit en français, qui souvent, c'est comme 3 premières vidéos où on donne la valeur, puis ensuite de ça, une dernière vidéo où on vend une offre. Puis le premier gros étudiant de Jeff Walker qui a vraiment eu une grosse réussite, il s'appelle John Reese. Et John Reese a été le premier, selon... Bref, c'est pas répertorié nulle part, mais ce serait le premier à faire 1 million en une journée avec un lancement orchestré. Et moi, j'étais victime... pas victime, mais j'étais un participant du lancement à l'époque. Puis je travaillais à la banque, puis je checkais ça de soir, puis ça. Et donc, j'ai vu celui-là, puis j'ai fait « Oh my God, mais une personne qui fait 1 million en une journée, en un lancement, à vendre une formation en ligne. » Puis après ça, j'ai vu des Frank Kern, tous les plus vieux, dans le fond, marketeurs Internet. Et je me rappelle, moi, à cette époque-là, j'étais avec un de mes chums qui ont travaillé à la banque, puis je disais, moi, un jour, je vais faire ça. Des lancements comme ça. Puis on va faire des millions avec ça. Puis il riait tellement de ma gueule, là. Puis je pense que c'est quelque chose comme peut-être 10 ans plus tard qu'on l'a fait en 1,5 million la première fois qu'on a passé le million. Puis après ça, on l'a refait.
avec un lancement. Puis j'étais tellement fier de dire aïe aïe, j'ai fait rire de ma gueule. J'y croyais il y a 10 ans, j'ai été 10 ans à me planter. Puis là, finalement, on arrive à un point, c'est peut-être plus que 10 ans même, à un point où je l'ai. Fait que c'est tout du marketing. Puis aujourd'hui, c'est même pas assez pour fouler ton bateau. Fait que je veux dire, rendu là, hein, c'est fou comme les temps changent. Pocket change, 1 petit million par jour, comme on dit. On salue toutes les personnes qui font pas encore 1 million par jour. Ben oui. On s'amuse, on rigole. Pour ceux qui comprennent pas d'ailleurs le sarcasme et l'ironie, on comprend même pas que vous soyez rendus jusqu'à cet épisode-ci parce que mon Dieu qu'on déconne, on a du fun. Puis on se sent de plus en plus à l'aise aussi l'un avec l'autre. Je me rends compte, on se lance des petites craques de temps en temps, puis c'est bien le fun. Là, des fois, Manu fait comme oh non, là, il fallait pas que tu ailles là. Puis là, moi, je suis comme mais ta limite, comment je fais pour la déterminer? Il n'y a aucun moyen de le savoir, à part des regrets. Fait que, Guillaume, revenons au sujet marketing-vente. Ouais. Je veux savoir, OK, on a tous les deux beaucoup d'expérience dans le domaine qui s'est fait à travers des essais-erreurs, mais également ceux de nos mentors, ceux de nos clients. Je veux que tu nous racontes peut-être une grande leçon de marketing que tu as appris qui est peut-être contre-intuitive, que peut-être tout le monde pense « Ah, on devrait faire ça », mais toi, tu as compris au fil du temps que non, c'est pas nécessairement la solution. Oui. Définitivement, il n'y a rien d'autre qui peut me venir en tête en ce moment. C'est lorsque, en 2015, je suis parti avec mon auto, j'ai investi 5000 $ US que je n'avais pas de temps dans un événement qui s'appelait Titans of Direct Response. Et ce qu'il y avait là-bas, dans le fond, c'était tous les grands marketeurs du marketing direct, principalement américain, que moi, je suivais en ligne depuis toutes ces années-là et qui, là, étaient tous dans une même salle pour un événement. Et moi, je suis parti tout seul, je suis allé là et j'ai trippé ma vie solide. J'ai rencontré toutes mes légendes, puis tout ça, que je me suis aperçu qu'ils mettaient leur culotte une jambe après l'autre, pareil comme, tu sais, quand tu rencontres tes idoles, puis finalement, tu fais comme, OK, ils sont pas tant différents. Mais sur scène, à un moment donné, il y a eu Guy Ranker de Gotti Ranker. Gotti Ranker, c'est l'entreprise qui a lancé les crèmes avec Cindy Crawford. Je sais pas si tu te rappelles de ça quand j'étais jeune. Pas né, non, c'est ça. En fait, ils faisaient des infomerciales, des infomercials. Puis ils étaient les partners, dans le fond, avec Cindy Crawford pour lancer les crèmes qui, si je me rappelle bien, c'était Proactive. Mais puis ils ont aussi été les partners derrière les infomercials de Tony Robbins pour son premier qui était Personal Power. Donc, et le monsieur sur scène a dit une chose qui a à tout jamais changé ma vie. Il a dit que toutes les transactions n'avaient pas pour objectif de faire des profits. Donc, ton marketing, c'est correct que les transactions que ça amène, ce ne soient pas des profits immédiats. Et que lui, dans son entreprise, ça prenait 9 mois après le premier achat d'une cliente avant qu'elle devienne rentable. Et ça, c'est une entreprise qui faisait plusieurs centaines de millions par année. Donc, la logique que tu acquiers un client, pas nécessairement à profit initialement, mais qu'en lui offrant ton service et ton produit, qui est aussi ton marketing, tu gardes ce client-là, il reste à long terme. Ça a tout changé pour moi parce que j'ai arrêté de toujours faire « OK, j'ai investi $1 pour en faire plus qu'un. » Et là, j'ai commencé à avoir une vision beaucoup plus long terme. Puis encore aujourd'hui, moi, je suis convaincu que cette vision-là, c'est ce qui me sert aujourd'hui. C'est très fort. Puis souvent, on a tendance justement à faire cette erreur-là de se dire « OK, mais j'ai peur d'investir 1000$ en pub parce que ça ne rapporte pas nécessairement 1000 tout de suite en vente. » Mais des fois, c'est juste le coût pour que les gens puissent venir découvrir ton univers, mettre un pied dans la porte. Puis après ça, là, ils se bâtissent le lien de confiance, ils peuvent essayer. Bref, il y a toutes sortes de modèles d'affaires en lien avec ça. Très intéressant. Toi, c'est quoi la pépite qui t'a allumé solide dans le marketing? Je te dirais que c'est quelque chose que j'ai observé moi-même la journée où j'ai fait 24 000 en 24 heures à 24 ans, qui était à l'époque le plus gros montant que j'avais jamais fait, qui était un game changer, parce qu'au moment où j'ai fait ça, je faisais 12 000 par année. Fait que j'ai fait 2 fois mon salaire annuel en 24 heures grâce à un concept que j'ai vu ensuite plein d'autres personnes sur le web faire, et c'est le fait de donner sans compter. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent en affaires puis qui espèrent à tout prix, là, on veut faire de l'argent, là, on veut faire de l'argent hier à la limite. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas de formule magique pour faire du cash. Il faut
répondre à un besoin qui est réel, d'une clientèle qui est consciente qu'elle a ce besoin-là, qui ont l'argent pour acheter ce que tu vends. Et qu'est-ce que je veux dire par donner, donner, donner encore et encore, c'est que la première fois où est-ce que justement j'ai fait mon 24 000 en 24 heures, c'est une fois où est-ce que pour la première fois, j'offrais aux gens la possibilité de travailler avec moi dans le cadre d'un programme d'accompagnement, alors que pendant les années précédentes, j'ai écrit encore et encore des articles pour donner de la valeur gratuitement. J'ai écrit des statuts pour donner de la valeur gratuitement. Je créais des vidéos pour donner de la valeur gratuitement, des articles de blog, j'écrivais dans le journal étudiant du Cégep à l'université. Fait encore et encore et encore et encore, j'offrais des solutions, j'offrais des insights, des prises de conscience, des défis, des exercices. Puis mon but, c'était qu'à travers ces années-là, les gens puissent se dire Wow, Manu m'a tellement aidé que si jamais j'ai la chance un jour d'investir avec lui pour avoir encore plus d'aide ou des shortcuts ou quoi que ce soit, ça devient un choix qui est tellement logique. Mm. C'est le même principe que si un de tes amis t'aide à déménager 25 fois puis il te demande jamais rien en retour, ça se peut que la journée où est-ce qu'il déménage, grâce au biais de la réciprocité, tu as tendance à te sentir extrêmement redevable d'aller l'aider à déménager. Sauf que là, si on le fait à plus grande échelle sur le web, ben, via une communauté, des réseaux sociaux et tout ça, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir. Tu es d'accord que le marketing, c'est le don, beaucoup? Le marketing, c'est le don, mais j'aime bien dire aussi que le marketing, c'est l'art de faire passer quelqu'un de l'étape A à l'étape B. Mm. Et souvent, il y a des gens qui se font des gros plans de marketing puis qui imaginent d'avance les étapes, le tunnel de vente, le ci, le ça, alors que dans le fond, ils n'ont même pas encore sécurisé le A, B, la simplicité pure. Est-ce que tu es capable de dire à quelqu'un Hey, puis que la personne se retourne vers toi? Mm. Parce qu'à quoi ça sert de faire le plan pour que, OK, je vais dire hey, il va se retourner, mais qu'il se retourne, je vais dire ça va, mais qu'il me dise oui, là, je vais dire ben parfait, as-tu déjà entendu? Tu sais, à quoi ça sert de se rendre Mhm. jusque-là si ton hey, il fait pas se retourner les gens? Mhm. Fait que teste l'étape 1, assure-toi que ça marche. Teste l'étape 2, assure-toi que ça marche. Teste l'étape 3, assure-toi que ça marche. Et au fur et à mesure que tu as fait ces tests-là, ensuite, tu auras bâti ton tunnel complet et là, tu pourras le peaufiner au lieu de bâtir un tunnel complet one-shot dans l'espoir que ça marche. Évidemment, il y a tellement de choses à tune-up là-dedans que tu te rends compte qui ne marchent pas. Puis penser que ton idée n'est pas bonne, puis recommencer à partir de zéro, un gros plan d'affaires. Puis là, tu t'en retournes dans un chalet avec un whiteboard acheté au Dollarama, puis tu mets sur le Sharpie, OK, tunnel, porte d'entrée, webinaire, VSL, on fait ci, on fait ça. Alors qu'au final, dans le fond, là, c'est juste qu'il fallait que tu fasses plus de tests puis plus petite échelle. Ouais. Donc, l'expérimentation, ça aurait été peut-être mon deuxième plus gros, ma plus grande compréhension. En tout cas, ça fait partie de mon top 10 de mes plus grandes compréhensions du marketing. Puis je l'ai dit hier à un de mes partenaires. J'ai dit, écoute, plus je fais du marketing, plus je comprends que je ne sais pas ce qui va fonctionner. Puis on va juste le lancer, puis on verra si ça marche. Parce que, tu sais, il y a un cadre, il y a un cadre de référence que je sais ce qui fonctionnera pas du tout probablement, puis j'ai une idée de ce qui peut fonctionner. Mais après ça, là, à quel point ça va fonctionner, puis à quel point ça va fonctionner mieux ce message-là que celui-là, puis c'est comme, lançons-le, puis voyons ce qui se passe. C'est comme commencer sur l'eau en voilier, puis une fois que tu es sur l'eau, tu ajustes ta voile. Ouais. Tu restes pas au port en train d'essayer d'ajuster ta voile en prévision de quel vent qu'il va faire, puis ci, puis ça. Tu commences à naviguer, Ouais. puis tu sais que ton bateau est solide. Ouais. Là, tu as confiance en ta base. Mais ensuite de ça, ben justement, là, tu ajustes ta voile, puis tout devient clair, net et précis en cours de route. Ouais. Tu rajoutes des membres à l'équipage. Bref, tout ça peut se faire très, très organiquement en cours de route. Guillaume, au niveau, on a dit qu'on parlerait de marketing, on a dit qu'on parlerait de vente. Y a-tu une erreur dans un de ces deux domaines-là que tu vois des gens constamment commettre, puis tu te dis, pauvre fou! Ouais. Ben, en fait, une facile que je peux dire dans quelques secondes, c'est un peu ce que tu as mentionné. On est dans un monde, mettons, nous, on est beaucoup dans le marketing web, là. Puis il y a la folie des tunnels de vente, tu sais, qu'on vit depuis plusieurs années. Puis Russell Brunson est le pionnier, je pense, de celui qui l'a le plus marketé. Puis quand tu restes en surface avec Russell, tu penses que c'est vraiment un gars de tunnel, mais quand tu vas un peu plus en profondeur, tu t'aperçois qu'il ne proposera jamais à une personne de faire un tunnel complet avant d'en tester des portions.
Puis ça, j'ai vu ça tellement souvent du monde qui passe des mois, voire des années. J'ai vu des personnes des années à bâtir un tunnel de vente, mais qui n'ont pas testé aucune des portions du tunnel. Fait que là, finalement, quand ils le lancent, il ne marche pas. Mais ils n'ont aucune idée pourquoi. Puis là, c'est le découragement total. Puis avec raison. Avec raison. Fait que là, c'est l'abandon du projet. Puis il se passe jamais rien. Fait que tu sais, ça, là, partir dans une folie de créer des longs tunnels de vente. Puis tout ça, quand en fait, le marketing, c'est attirer l'attention des bonnes personnes, les convertir avec moi j'appelle ça un événement de conversion quelconque, puis leur faire une offre. C'est ça. Tous les tunnels de vente respectent ces 3 étapes-là. Donc, de partir en fou de ce côté-là. Puis, l'autre grosse erreur que je dirais, c'est de jamais avoir testé des messages en 1 à 1 avec des individus avant d'essayer de les mettre en marketing. Donc, la vente, c'est du one-on-one, c'est des conversations 1 à 1. Le marketing, c'est des conversations one-to-many qui utilisent souvent un média. Donc, si tu penses que c'est plus facile vendre ton produit, ton service, ton offre à travers une vidéo parce que tu parles pas à personne puis les gens vont juste écouter la vidéo puis ils vont acheter, mais que tu n'as pas été capable ou que tu n'as même pas essayé de la vendre à une seule personne en one-on-one, pour vrai, tu te mets les 2 doigts dans l'œil. C'est infiniment plus difficile de vendre one-to-many avec un média que celui de vendre en 1 à 1. Puis il faut absolument passer par cette première étape-là. C'est drôle parce que ce que tu dis, ça confirme exactement la raison pour laquelle les scripts que j'utilise dans ma business sont aussi efficaces. Mm-hmm. C'est parce que je n'ai pas créé ces scripts-là assis chez nous à table de cuisine en me disant que pourrais-je dire aujourd'hui pour que quelqu'un réponde à un message alors qu'il ne me connaît pas? Que pourrais-je dire aujourd'hui à quelqu'un pour qu'il réalise l'importance de se faire coacher? C'est pas des choses que j'ai inventées lors d'une méditation transcendantale avec un petit bâton d'encens, là. Mm-hmm. C'est quelque chose qui a été observé de par le fait que j'ai parlé en privé à des milliers et des milliers de personnes au fil des années, jusqu'à un point où j'ai compris le comportement de réflexion, d'achat de mes clients, de mes prospects, d'une manière tellement poussée qu'aujourd'hui, je sais exactement qu'est-ce que je vais me faire répondre avec tel type de questions. Et ça permet de bâtir des bons scripts. Et surtout, pourquoi ne pas partir d'une conversation réelle pour bâtir les scripts au lieu de partir juste d'une page blanche? Fait que, par exemple, si tu es dans, que ce soit un média, Facebook, Instagram, peu importe, mais tu as des discussions avec des prospects et tu te rends compte que quelqu'un passe de je viens de te découvrir à je jase avec toi, je t'apprécie, je te pose des questions, finalement je décide de te faire confiance puis d'acheter, ben ça veut dire que tu as un processus qui a réussi. Fait que va regarder la conversation puis extrais les moments clés où tu sens que tu as dit quelque chose de pertinent ou que ça a eu un impact. Puis là, bâtis tes scripts à partir de ça, on s'entend? Exact. Puis même bâtis tes vidéos à partir de ça, bâtis les problèmes que les gens vont te partager dans ces messages-là. Tu les attrapes, puis c'est ça que tu partages. Moi, si je prends mon contenu gratuit que j'ai fait à travers les années, pour vrai, là, 90% du contenu, ça a été moi, mettons, qui parle avec un client ou avec un prospect, que la personne me dit quelque chose, je fais comme « Oh, OK, ça, c'est pas la première fois que je l'entends. Puis ça, c'est très pertinent. Je ferme le call avec cette personne-là, j'ouvre ma caméra, puis je le fais live. Genre là, je parle exactement de ce qui vient d'être dit. Puis c'est là que ça connecte le plus, puis que ça résonne le plus avec les gens. C'est vraiment ça. Le marketing, c'est la résonance à travers le média, finalement. Il ne faut pas oublier l'accumulation de petits moments, comme tu disais, de tests qui vont faire toute la différence. Puis plus, tu sais, on va dire dans une recette, là, si ta recette elle a 150 étapes, puis que finalement ton repas goûte pas bon, tu sais pas quelle étape a fait en sorte que ça n'a pas goûté bon. Tu sais, tu peux avoir des indices, OK, c'est trop salé, à quelle étape on a mis du sel, puis tout ça. Mais si une recette a 4 étapes, ça goûte pas bon, mais après ça, c'est pas mal plus facile d'aller vérifier. Ouais. Mettons un gâteau, là, OK, bon, ben, la couche numéro 1, OK, on sait qu'est-ce qu'on fait, on goûte à ça, puis on vérifie avant de faire la couche numéro 2. Puis tu vois, des micro-ajustements, ça peut être aussi infime que de demander à notre audience qu'est-ce que tu préfères comme type de contenu au lieu de demander qu'est-ce que tu préfères dans mon contenu. Parce que cette simple nuance-là, si je dis qu'est-ce que tu préfères dans mon contenu, un nouvel abonné pourrait répondre ah, ben, je viens juste d'arriver, je connais pas encore ton contenu. Fait que finalement, la conversation elle s'arrête là.
Tandis que qu'est-ce que tu préfères comme contenu? Ouais. Ben là, la personne peut répondre, ah, ben, j'aime le contenu de développement personnel, j'aime ci, j'aime ça. Mais encore là, ça peut partir dans toutes les directions. Donc, si on reprécise encore plus, puis qu'on dit, qu'est-ce que tu préfères comme type de contenu entre du développement personnel et du développement d'affaires? Là, on oriente la discussion dans une direction qui est beaucoup plus précise. Puis nous, ça nous aide à ensuite anticiper les deux réponses possibles. En fait, les trois, qui sont soit dev personnel, dev professionnel ou les deux. Et là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile d'entrer dans un genre de cycle de vente et de prospection qui est beaucoup plus cadré puis qui amène souvent justement à augmenter le taux de conversion au final. Ouais. Moi, une des choses que j'aime bien apporter au niveau du marketing, puis qui est la première chose que je réfléchis, disons que, ben regarde, prenons notre exemple, on s'est dit, OK, on fait le Life Mastery ensemble, on développe cet univers-là. Première des choses que je me suis dit, moi, c'est, OK, comment on crée un événement de conversion, que j'appelle, un événement de conversion peut être un e-book, ça peut être une conversation, ça peut être un événement en personne, ça peut être un webinaire, un workshop, un whatever, une série vidéo, whatever. Mais comment je crée un événement qui vaut la peine d'être présent, que moi, je ne voudrais pas manquer, qui m'intéresserait ou que mon client idéal serait intéressé. Puis comment je présente ça d'une façon à ce que les gens soient comme « faut que je sois de cet événement-là ». Puis moi, ça, c'est une clé que je trouve qui est super importante, qui évite de perdre son temps à faire un tunnel pendant trop longtemps, qui permet d'avoir des conversations comme tu viens de dire, puis de comprendre qui a envie d'être là, puis c'est quoi leur questionnement et tout, qui permet de rassembler plein de gens à un endroit, d'avoir une dose d'énergie, d'avoir de l'influence en place, d'avoir le temps de parler aux gens pour qu'après ça, ils puissent convertir. Fait que, tu sais, ce qu'on a fait, nous, ensemble, c'est le Life Mastery Workshop, qui a été notre premier événement, qui ne sera pas le dernier. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu au-dessus de 150 personnes, je pense, actuellement, qui ont acheté ce programme-là. Et c'est un événement de conversion dans lequel on a présenté plein de choses super intéressantes pour notre client idéal. Tous les gens qui ont acheté voulaient être présents. Puis maintenant, de cet événement-là, il y a plein de gens qui continuent ensuite. Fait que moi, ce que j'aime bien partager, c'est ça, c'est OK, tu veux faire du marketing, tu veux attirer des gens. C'est-tu intéressant, vraiment, ce que tu as envie de partager? Y a-tu une énergie dans ce que tu fais vitale comme qui m'attirerait, moi, si j'étais ton client idéal? Ben, en fait, aussi, c'est l'élément que j'entends, c'est la confiance. Mm-hmm. Il y a beaucoup de monde que je vois sur les réseaux sociaux se demander mais comment ça je vends pas, comment ça le monde ne regarde pas mes vidéos, comment ça le monde ne clique pas sur mes liens, comment ça je fais une story pour attirer l'attention, puis je dis cliquez ici, puis le monde ne clique pas. Est-ce que toi-même tu as confiance en ce que tu vends? Mm-hmm. Est-ce que tu as confiance en la valeur de ce que tu vends? Est-ce que tu as confiance que ça transforme vraiment des vies? Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu vends, tu peux vendre des choses qui ne transforment pas des vies, mais dans le sens, tu vends des plasters, ben ils collent dessus puis ils absorbent dessus. Ouais, ça a un impact dans la vie des gens quand même. Exactement. Est-ce que la promesse que tu fais, tu es capable de la livrer? Et il y a des gens à qui, des fois, je vais faire l'exercice puis je leur demande parfait. Tu me dis que tu as confiance en ton produit ou ton service. Si je te disais qu'à partir de maintenant, tu es obligé de mettre en place une garantie dans laquelle, si tes clients ne sont pas satisfaits après avoir acheté avec toi, tu les rembourses x10. Fait que si ton offre, là, tu vends quelque chose, mettons, à 500$, si ton client passe à travers le processus, fait tout ce qu'il a à faire, puis finalement, à la fin, il n'est pas satisfait, tu lui redonnes 5000$. T'es-tu à l'aise? Et si la personne, ça résiste en dedans, puis elle dit, ah ben là, mon Dieu, je ne voudrais pas faire ça, je dis, OK, parfait, pourquoi? Et ces petites zones-là, pourquoi? Ah, ben parce que j'ai peur que la personne ne s'implique pas assez. Parfait. Comment tu fais pour être sûr qu'elle s'implique? Ah, parce que j'ai peur que la personne, dès le début, elle ne soit pas motivée puis qu'elle achète pour les mauvaises raisons. Parfait. Comment tu fais pour cibler la personne qui achète pour les bonnes raisons et spotter celle qui achèterait pour les mauvaises raisons? Et ça, c'est un processus de déconstruction qui peut se faire pour s'assurer d'en arriver à un point où est-ce que là, tu te sens à l'aise de dire, puis moi, personnellement, je le serais à l'aise de le dire. 1000%, tu sais, que ce soit service de conférence, si tu n'es pas satisfait, je te rembourse x10, x100, tu sais, parce que il y a une répétition également qui s'est faite avec le temps que aujourd'hui, même si moi, je commençais à dire que c'est pas bon ce que je fais ou que ça marche pas, il y a trop de preuves qui se sont accumulées au fil des années pour dire que, OK, oui, le coaching a de l'impact, oui, la Life Mastery a de l'impact, oui, les conférences ont de l'impact. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est surtout pour ceux qui commencent, avant d'essayer d'avoir des résultats extraordinaires, il faut commencer par prouver encore et encore et encore et encore que ce qu'on vend, ça marche puis c'est bon. Ouais. Tu sais, la vente
au final, c'est un transfert de conviction. Donc, je te transfère ma conviction, puis je peux pas te transférer plus de conviction que j'en ai moi-même. Donc, c'est pour ça souvent que les gens veulent utiliser des tierces parties, donc d'autres personnes pour les vendre, ou ils veulent utiliser un média pour les vendre, parce qu'il manque la conviction. Fait que la première étape, toi, tu parles de preuves, c'est que ces preuves-là, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter ta conviction en toi-même, ton service, ton produit, que tu vas pouvoir ensuite de ça transférer aux gens. Fait que, tu sais, une fois que tu retiens ça, que la vente et la transaction, c'est un transfert de conviction, ta mission numéro un, c'est d'augmenter ta propre conviction envers ce que tu fais. Là. Et pour l'augmenter, il y a plusieurs éléments clés. Parce qu'il y a un concept que tu as partagé récemment avec nos clients, justement, je t'entendais parler, puis je trouvais ça tellement bon. C'est le fait que le marketing et la vente vont être proportionnels dans le sens où meilleur est ton marketing, moins tu vas avoir besoin d'être bon en vente Ouais. et inversement proportionnellement. Sauf que le marketing, étant donné que c'est la porte d'entrée, on s'entend qu'on a tout intérêt à faire le meilleur marketing possible. Mais le marketing, là, c'est pas juste l'art de faire de la pub, faire des posts. Le marketing, c'est la façon dont tu te marketes, donc la façon dont tu te mets en marché, dont tu te mets en valeur, la façon dont tu exposes ton produit ou ton service. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a plein de piliers sur lesquels on peut appuyer que les gens, souvent, ils vont le minimiser. Fait que, tu sais, justement, moi, c'est drôle parce que la semaine passée, pour nos clients, je voulais leur donner un exemple de sales call dans lequel je vais leur montrer comment je close au téléphone. Mais finalement, c'est pas un bon exemple parce que j'ai closé en 3 minutes 17. Fait que c'est pas un exemple réel de gars qui est bon en vente. C'est un exemple de quelqu'un qui reçoit quelqu'un au téléphone qui est déjà tellement convaincu que tout ce que j'ai à faire, c'est de dire bon, ben parfait, ben clique sur le lien suivant pour t'inscrire parce que le marketing était on point. Il y a des petits éléments que j'aimerais ça partager, puis tu ajouteras les tiens là-dessus. Là. Pour réussir à builder un marketing qui est solide, ben c'est sûr que ta notoriété dans ton marché peut faire la différence. Ton autorité, la quantité de témoignages que tu as, c'est qui les témoignages que tu as aussi. Parce que si tu cherches, mettons, à cibler la clientèle A, mais tes témoignages, c'est des gens de type B, ben le monde A, qui sont tes prospects idéaux, ils s'identifieront même pas aux gens qui ont fait tes témoignages. Fait qu'à la limite, tu pourrais avoir l'impression que ce n'est pas pour toi. Tu sais, imagine un nouveau resto là, qui ouvre dans ta ville, puis tu vois des gens se faire interviewer dans la rue, puis dire ah mon Dieu, c'est le meilleur restaurant que j'ai mangé toute ma vie, puis c'était incroyable parce que je n'ai même pas perdu mes dents. Ça se peut que tu te dises ah, la clientèle ciblée par ce restaurant-là, ce n'est pas moi nécessairement. Pour ceux qui auront compris, j'imite une personne de 180 ans. Donc, sans vouloir faire d'agisme ici, bien important, je stipule que j'aime tout le monde. Pas tout le monde, presque tout le monde. Mais tu comprends mon point. C'est super important que les gens qu'on veut attirer soient aussi les gens avec qui on va faire nos études de cas initiales. Fait que toi, parle-moi de certains éléments que tu trouves qui augmentent les probabilités de vente, donc la qualité du marketing, sans nécessairement que ce soit les exemples classiques de ce que le monde s'attend. Moi, c'est drôle, hein, mais j'ai comme l'impression que ça fait longtemps que je fais ce que je fais, puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a une question de patience puis de constance qui est vraiment importante. Puis si tu es patient puis si tu es constant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer des racines tellement profondes dans ce que tu fais, puis ton niveau de compétence, puis etc., que après ça, quand tu partages ton contenu, quand tu fais un événement, quand tu invites des gens dans peu importe tes projets, il y a une certitude qui est là, qui fait en sorte que tu n'as même pas besoin de faire des pieds et des mains, puis les gens vont dire oui. Tu sais, puis c'est ce que tu as vécu dans ton close de 3 minutes et demie. C'est, OK, tout ce que j'ai publié jusqu'à maintenant que tu as vu, monsieur le prospect, clairement, ça t'a amené ici à être en appel et à avoir une intention d'achat. So, c'est quoi les dernières questions? Puis let's go, tu sais. Comme moi, je dis souvent, je suis un très mauvais closer là, en tant que tel, là, mais je suis un excellent closer. Tu sais, mais je respecte probablement très peu, en fait, je sais que je respecte très peu de règles de la vente. Mais quand j'ai une personne qui a une intention d'achat avec moi, elle a passé à travers tellement de certitudes dans mon contenu, dans qui je suis, puis elle s'est rendue à moi avec... Tu sais, j'ai tellement eu de patience à travers le temps, puis de constance, qu'elle s'en vient devant moi, puis si c'est pour elle, je vais lui dire carrément, voici exactement pourquoi c'est pour toi, puis voici les résultats qu'on peut s'attendre, voici la direction que ça peut prendre. Are you in or not? T'sais.
Puis ce qu'il ne faut pas oublier au niveau du marketing, puis même de la vente, c'est que les gens, plus ont l'impression que tu les comprends de fond en comble, plus ça devient facile pour eux de te faire confiance. Puis je suis sûr que tout le monde à l'écoute, toi, moi y compris, on a tous déjà eu affaire avec quelqu'un avec qui on a l'impression qu'on vient juste de commencer à parler, frôler la surface, puis la personne, boum, elle nous arrive avec la solution. Puis elle essaie de nous vendre. Ah, ben là, je comprends, c'est exactement ça que tu as besoin. Puis commence à nous dire les avantages du produit et du service. Puis on est comme, ah, tabarouette, la cassette est partie. Alors que des fois, ben justement, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu un appel de vente, puis tu sais, c'était quand même pour un service à plusieurs milliers de dollars. Puis ça a littéralement duré 30 minutes, là. Et pendant 28 minutes, j'ai fait ben oui, je comprends. Ouais. Et une série de sons comme ça, dans lesquels, puis je le faisais pas pour le fun, je veux dire, j'écoutais réellement la personne. Puis au bout du 28 minutes, j'ai dit, donc si je comprends bien, tes besoins actuels, c'est A, B et C. La personne m'a répondu tellement. J'ai dit, ben c'est parfait, ça va me faire plaisir qu'on travaille ensemble. Et ça a été littéralement closé comme ça. Ouais. On pense qu'on a besoin des meilleurs arguments de ci, de ça, mais si quelqu'un sent qu'on est réellement capable de comprendre sa problématique, de comprendre son défi, de comprendre d'où elle vient, où elle est et où elle veut aller, après ça, la vente, considérant que le produit ou le service est aligné réellement avec ce que la personne a besoin, devient une conséquence tellement naturelle. Et souvent, ce que j'explique au monde, c'est que on a tendance à avoir des résistances, des syndromes de l'imposteur, des ben voyons donc, la personne, elle hésite, elle a des excuses, puis tout ça. Moi, je pense que la vente, ça devrait être l'art de créer un contexte dans lequel, pour tout le monde impliqué dans la transaction, c'est d'une évidence. Si tu te promènes dans le désert avec des bouteilles d'eau, avec un T-shirt marqué « Bouteille d'eau, 3 $», quelqu'un d'assoiffé vient vers toi, il dit « Oh mon Dieu, vous avez de l'eau? » Tu dis « Ben oui, j'ai de l'eau. » Combien ça coûte? 3 $. Merci tellement. Ça me fait plaisir. Pourquoi ce serait plus compliqué que ça? Ouais. Parce qu'on essaye de dire à la personne qui n'a pas de bras d'acheter ta montre. Ouais. Of course. Genre, c'est sûr que ça va être plus difficile à vendre. C'est sûr qu'on va se sentir imposteur. C'est sûr qu'au final, on a l'impression qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts marketing. Oui, définitivement. Ben, puis, tu sais, ça, c'est un super bon exemple. C'est du marketing d'être positionné dans le désert avec un chandail écrit bouteille d'eau 3 $. C'est une hyper simplification, mais c'est quand même ça du marketing. C'est que tu es positionné au bon endroit, tu sais qu'il y a des gens qui vont passer, qui vont avoir soif, puis tu es là. C'est très fonctionnel, on s'entend, mais c'est quand même ça la réalité. C'est ça le marketing. Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup plus un gars de marketing que de vente, malgré que j'ai fait beaucoup de ventes dans ma vie. Puis, je te dirais que, tu sais, s'il y a un conseil que je dirais, moi, à une personne qui dit « Hey, je viens de lancer mon entreprise, tout ça, puis là, je fais des ventes, puis ça va quand même bien. » Puis, ce serait quoi tes conseils marketing? J'en aurais probablement un seul qui serait fais du marketing, fais du contenu, là, utilise le média pour partager ton histoire, partager de la valeur, éduquer les gens sur ce que tu fais. Fais-le pendant 5 ans minimum. Puis dans 5 ans, tu n'auras plus jamais besoin de te poser la question comment je fais pour aller chercher des ventes. Parce que là, à un moment donné, puis en parallèle, tu fais les ventes. Tu sais, dans le fond, l'activité de vente, c'est je contacte des gens, je parle à des gens, puis je leur fais mon offre. L'activité de marketing, c'est j'utilise le média pour me positionner, puis partager du contenu principalement, de façon séquentielle, etc. Mais c'est pas mal ça, le résumé du marketing. Je me positionne vers les bonnes personnes avec le média. Pendant que tu fais tes ventes, puis tu rushes à faire tes cold calls, puis à cogner à des portes, puis à avoir des conversations difficiles, puis à vivre le rejet, de l'autre côté, tu fais ton contenu, puis tu n'arrêtes jamais. Puis à un moment donné, ça fait un effet cumulé, une boule de neige, puis c'est comme si l'effet devient inverse. Le marketing se met à avoir des gens qui te contactent. Puis là, tu as beaucoup moins besoin de courir après des gens, c'est eux qui te contactent. Puis là, ils ont une intention d'achat dès qu'ils te contactent, puis ils ont une couple de questions, mais ils sont prêts à acheter. Puis là, à un moment donné, tu t'en vas à des endroits, puis « Hey, t'es-tu Manu Lemay? Hey, t'es-tu Guillaume Bareil? » J'ai vécu ça cette semaine, moi, chez nous, ma blonde et Kiro. Puis il y a une patiente qui dit « Hey, j'ai réalisé que Guillaume Bareil, c'est ton chum. Je le suis depuis 2012. » Ça, c'est le marketing qui a fait ça. Puis là, graduellement, il se crée cet effet-là que, wow, les ventes deviennent tellement plus faciles. Les projets, quand tu les lances, tu as toujours des gens accessibles à qui tu peux en parler, puis qui sont prêts. Ils sont comme, ah, ben oui, Kim, ça me tente. Puis là, ça devient win-win, comme tu as dit, comme la bouteille d'eau dans le désert. C'est de réussir à persévérer.
Ben oui. Parce que des fois, on aime donc bien ça, essayer la nouvelle idée, la nouvelle affaire. Puis combien de personnes on voit entrepreneurs qui se lancent dans leur projet de business, puis à travers ça, on prend une autre direction, on va essayer un marketing de réseau. On prend une autre direction, on va essayer d'être aussi salarié en même temps de ci, de ça. Tu sais, ils se diversifient encore et encore et encore au lieu de taper sur le même clou. Puis moi, les 7 premières années dans lesquelles j'ai essayé de tirer mon épingle du jeu, je n'ai pas été profitable. Mhm. Mais par contre, au bout justement de la 7e année, là, les chiffres que je me suis mis à faire ont complètement explosé. Puis c'était du 500% de retour sur investissement. Fait que c'est sûr que ça peut avoir l'air d'un overnight success, mais c'est un pas après l'autre, encore et encore et encore, qui fait au final la différence. Tu sais, moi, j'ai encore des 100 vues, là. Ça fait 12 ans que je fais ça. Là. C'est ça? 12 ans? 13 ans? Puis c'est correct, là. Ça me dérange pas. Sauf que mon point, c'est que là, aujourd'hui, je sais que ces 100 vues-là, c'est bien correct parce que des fois, je sais que les 100 personnes qui vont m'avoir vu, ça attire des bonnes personnes, etc. Mais si on fait le recul, puis qu'à un moment donné, c'était 20 vues, c'était 30 vues, j'en ai vécu à travers les années, là. Mais si j'avais arrêté, là, c'est fou ce que ça m'aurait privé. Parce que même si c'est 20, 50, 100, c'est quand même 1100 personnes dans une salle. Là. C'est quand même bien. Là. Puis 1100 personnes à tous les 2-3 jours dans une salle pendant 10 ans. Tu commences à avoir touché du monde. Là. Puis là, à un moment donné, là, t'en as une qui fait 3000, 5000. Puis mon point, c'est que peu importe la quantité, peu importe le retour immédiat, peu importe l'engagement, si tu le fais non-stop pendant des années, le marketing, c'est littéralement inévitable qu'il y aura des répercussions positives. C'est inévitable. Je suis capable de le garantir aujourd'hui. Là. C'est aussi de se demander, c'est quoi ton focus à travers ça? Mm. Parce que si tu fais des vidéos dans le but d'avoir des vues, si tu fais des lancements dans le but de faire de l'argent, tu es à côté de la traque. Mm. Je suis désolé de dire ça à tous ceux qui ont en ce moment les objectifs, puis ils disent, ben moi, je veux tant de clients, je veux tant d'argent par mois. Si ton objectif, c'est de faire un montant par mois, you're out of the game. Ce n'est pas ainsi qu'on gagne le grand jeu de la vie. Oui, tu peux faire un coup de cash, puis j'en ai connu au fil des années, là, ça fait 15 ans que je suis dans mon domaine, j'en ai vu du monde faire leur « Wow, quel beau week-end à 30 000 ». Des années plus tard, tout le monde, réputation, peddler, pas rapport, on le voit plus, disparu, retourné dans une job. Et une des phrases qui m'avait beaucoup affecté, impacté positivement, c'était « Ne tombe pas en amour avec ton idée de business, tombe en amour avec tes clients. Mm. Sois amoureux de les servir, de t'intéresser à eux, de les comprendre, parce que c'est eux la business. Puis combien de fois, tes clients, mes clients, on voit du monde qui sont comme « Hey, j'ai une nouvelle idée, ça va être malade ». C'est pas parce que toi, tu penses que c'est malade que ça veut dire que ça répond vraiment à un besoin. C'est pas parce que ça répond à un besoin que ça veut dire que ces gens-là vont être faciles à trouver. Puis c'est pas parce qu'ils sont faciles à trouver que ça veut dire qu'ils ont l'argent pour investir dans ta solution. Fait que ces 3 éléments-là aussi, il faut les prendre en considération. Mais tout ça part de à quel point tu connais vraiment le monde à qui tu essaies de vendre de quoi. Ouais. Si je suis là avec mon exemple des bouteilles d'eau, puis je suis comme « Hey guys, je comprends pas, mes bouteilles d'eau sont bonnes, j'ai le cœur sur la main, je suis une bonne personne, j'ai des belles valeurs, mon marketing est on point. » OK, mais c'est parce que tes bouteilles d'eau, tes vends, mais tu es installé à côté de l'abreuvoir. Ça se peut-tu que ce soit plus difficile? Les gens n'ont pas besoin, le contexte n'est pas là. Puis si tu avais pris le temps d'interroger les gens qui sont là, tu aurais dit, ben j'ai pas soif, regarde, il y a un abreuvoir qui est juste ici. Fait qu'il faut vraiment pas négliger ce détail-là non plus. Ouais. Alors, toute la discussion qu'on a en ce moment, c'est vraiment le... Puis c'est la constatation que j'ai qu'on a fait à peu près le même chemin là, par rapport à ça, c'est que, dans une entreprise, d'un côté, tu as la demande qui doit être là, puis tu as de l'autre côté, tu as l'offre qui doit être là. Donc, les produits, les services, etc. que tu offres. Puis la demande, c'est l'audience, c'est les clients potentiels, c'est la prospection, etc. Moi, ce que je pense, c'est que la majorité des gens vont vouloir régler l'offre d'un côté, avoir le meilleur produit, le meilleur service, que ce soit bien présenté, bien emballé, avec une carte d'affaires, avec un local si ça se prête, avec un beau site web. Ça, c'est toute l'offre. Puis de l'autre côté, tu as la demande qui est l'audience. Puis tous les gens, bon. Puis les gens se concentrent sur ça en premier, alors que c'est sur ça qu'ils devraient se concentrer, qui est la demande, l'audience. Moi, depuis 13 ans, 12-13 ans, là,
je suis toujours constamment en train de me demander comment je peux aider plus les entrepreneurs que j'appelle modernes. Toujours. D'une façon ou d'une autre, là, ça tourne toujours autour de ça. Comment je peux aider davantage les entrepreneurs modernes? Que j'en suis un, puis que je peux aider ces entrepreneurs-là. Fait que ça fait, peu importe les projets que j'ai eus, les offres que j'ai eues, que ce soit avec des partenaires, que ce soit les miens, que ce soit... Ça n'a jamais vraiment changé. L'offre, les produits, les projets changent. Ça ne change pas. Et quand ça, tu arrives à le trouver, puis que tu es constamment dans la même demande, la même audience, c'est inévitable, je reviens encore à ce point-là, que tu vas finir par faire ta place. Parce que comment tu peux te tromper, puis ça revient un peu à ce qu'on fait dans la LMF. Tu sais, les clients, je leur demande constamment qu'est-ce que vous voulez. Mhm. Fait que d'une certaine manière, si jamais moi, mettons, je pars avec mon idée que j'aime ça jouer au basket. Fait que je me dis, on va louer un gymnase, on va aller jouer au basket tous ensemble. Ça se peut que 80% de notre gang soit vraiment pas partant pour jouer au basket puis que ça les intéresse pas, ce sport-là, ils connaissent pas les règles ou ils aimeraient mieux autre chose. Tandis que de dire, hey guys, j'ai envie qu'on fasse une activité sportive, qu'on bouge ensemble, qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse? Puis là, on écoute les suggestions, on brainstorm, puis là, finalement, on va prendre les 3 activités qui ont eu le plus de propositions, on va faire un sondage, les gens passent au vote, puis au final, c'est ça qu'on organise. C'est quoi les chances qu'un client sorte d'un programme en étant insatisfait si c'est lui qui a participé à sa création en se faisant demander son opinion? Fait que, même principe, si je veux créer une nouvelle conférence, je vais-tu me faire quelle conférence j'ai envie de créer, sur quel sujet? Non, je vais aller voir mes clients, je vais regarder, OK, c'est quoi vos problématiques en ce moment, puis qu'est-ce que vous trouvez qui n'est pas assez abordé sur Internet? Qu'est-ce que vous cherchez à la limite sur YouTube, la solution, mais vous ne la trouvez pas, ou vous trouvez que c'est juste, on dirait, adapté au marché américain, mais qu'il n'y a pas au marché québécois ou francophone? Fait que de poser ces questions-là encore et encore, des questions aux prospects, des questions aux clients, des questions également à d'autres personnes qui peuvent être complémentaires dans notre industrie pour voir, eux, les problèmes de leur clientèle. Tu sais, on peut apprendre des expériences de tout le monde, mais c'est tellement important, la rétroaction. Là. Si tu avais, 3 livres à me nommer sur marketing et vente que tu as consommé, ce serait lesquels? Ben, c'est sûr que tu me prends un peu on the spot parce que tu sais que je ne sais pas lire. Mais bon, si j'avais eu à lire un livre dans ma vie, je te dirais $100 Million Offer de Alex Hormozy, $100 Million Leads également par le même auteur. Sinon, sur le marketing, ben, tous les livres de Russell Brunson, honnêtement, c'est vraiment des must. Expert Secret, Dotcom Secret, Traffic Secret. OK. Toi? Moi, j'aurais le premier, ce serait Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz, qui est un très old school, mais pour vrai, il y a tellement d'enseignements marketing qui sont dérivés de cet ouvrage-là. Sinon, j'aurais effectivement Expert Secrets de Russell Brunson, qui est vraiment très fort. Vraiment très fort. Tout ce qui est, on pourrait dire, tout ce qui est Russell Brunson est vraiment très fort. J'ai bien aimé Hormozy aussi, mais j'irai pas là vu que tu es allé. Écoute, un que j'ai souvent feuilleté qui est underground un peu, ça s'appelle le Copywriting Bible de Josh Fletcher, si je ne me trompe pas. Une brique. Puis c'est du copywriting, mais vraiment mêlé avec du storytelling par un gars qui a vraiment eu une grosse croissance sur LinkedIn avec ses articles. À travers, il racontait dans le fond ses histoires de start-up puis de son entreprise avec des twists de copywriting. Puis j'ai vraiment souvent utilisé ça pour m'inspirer. Ce serait là, à brûle pour point, mes top 3. Puis aussi, as-tu déjà lu L'art de l'enchantement par Guy Kawasaki? Non, mais j'ai déjà entendu avec Robert Kiyosaki, tu sais, par Riche Père Pauvre. Ouais. Mais ouais, c'est un autre que je recommanderais, L'art de l'enchantement, puis également le travail de Seth Godin. Aussi, c'est vrai, Seth Godin aussi. Quand même une référence. Marketers are storytellers. Ouais. Ben, même certains de Gary Vaynerchuk aussi. Très intéressant, l'aspect médias sociaux. Don't ask. Exactement. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais apporter par rapport à ça, par rapport au marketing en général, puis c'est surtout pour ceux qui sont à l'étape de se dire « OK, mais moi, je veux skipper les étapes. Je veux le shortcut. Ça me tente pas, les gars, que ça prenne 7 ans puis que ça prenne le même temps que vous. Puis, tu sais, je veux devenir un maître rapidement, être crédible rapidement. » C'est ceux qui veulent aller plus vite. Ouais. Le meilleur moyen,
sous toute réserve, un des meilleurs moyens pour réussir à faire le plus gros bond quantique de l'avant, c'est d'aller établir, hors de tout doute, ta crédibilité auprès de quelqu'un qui est déjà crédible auprès de l'audience que tu cherches à rejoindre. Je vais le redire parce que c'est très important. Réussir à établir une crédibilité auprès d'une personne qui est déjà crédible auprès de l'audience que tu veux rejoindre. Ce que ça veut dire, c'est que si tu veux, par exemple, rejoindre des joueurs de basketball, ben, ce que tu as à vendre, arrange-toi pour que Michael Jordan dise « c'est incroyable ». Si tu veux rejoindre des sprinteurs, arrange-toi pour que Bruni Surin dise c'est incroyable. Si tu veux rejoindre des combattants, assure-toi que Georges Saint-Pierre dise c'est incroyable. Puis là, on parle de gens, tu sais, des sommités dans leur domaine. Ouais, l'exemple est clair comme ça. Ouais. Mais comme ça, je pense que tout le monde peut comprendre qu'à partir de la journée, tu sais, qu'est-ce que vous pensez qui va avoir le plus de répercussions sur votre reach, sur votre portée, sur votre audience, sur vos réseaux sociaux? C'est-tu de produire 1 an de petites vidéos, de contenu, de reel, de story, ou c'est d'avoir une personne qui est un pilier dans une industrie qui appuie votre travail. Un peu comme tu parlais tantôt, des crèmes avec Cindy Crawford. Tu as une icône de beauté qui dit « c'est la crème ouais. ». Ça remplace combien d'années d'efforts, d'essais-erreurs et de d'autres témoignages, par exemple. Donc, ça part du principe de donner. Si tu réussis à aller chercher... Puis aussi, il ne faut pas avoir peur de faire des essais. Tu sais, au début de ma carrière, quand je voulais m'ouvrir des portes puis élargir mon réseau, parce que je rappelle à tout le monde qui ne me connaisse pas qu'à une certaine époque, j'étais dans le top 1% des plus pauvres de la société, avec le moins de contacts. J'habitais à Trois-Rivières, dans un quartier il y avait des coups de feu dans la rue. Vous n'avez même pas idée du background. Fait qu'à une certaine époque, je n'avais rien, là. Fait qu'au lieu de me dire, je vais aller cogner à 5 portes, voir qui veut m'aider, je me suis dit, je vais cogner à 300 portes pour voir qui veut m'aider. Fait que statistiquement, sur les 300 portes, puis je niaise même pas, si je dis 300 portes, c'est pas des portes, c'est des courriels que j'ai envoyés, des messages, des appels. Bien, il y a eu 2 réponses de personnes qui ont accepté de me donner un coup de main. Mais quand tu calcules, là, 2 réponses sur 300, ça donne même pas 1% le taux de succès. Fait que quelqu'un qui arrête après 50, ça se pourrait qu'il se dise « Ouais, mais j'ai tout essayé, ça marche pas, j'ai pas le choix, je suis pas fait pour ça, ça fonctionne pas. » C'est juste que tu n'as pas encore essayé assez longtemps ou avec les bonnes personnes ou de la bonne manière. Mais tant que tu n'abandonnes pas, c'est pas terminé. Ouais. Mon premier lancement que j'ai fait en dehors... Moi, j'ai commencé dans le monde chiropratique. Puis là, j'ai été chanceux, on va dire ça comme ça. J'étais bien positionné, j'avais déjà accès à un réseau, puis j'ai pris un PDF de Jeff Walker, j'ai fait un premier lancement. Puis ça a fonctionné, puis ça a fonctionné 11 fois comme ça. Mais après, quand je suis sorti, je me suis dit, hey, tu sais, rien faire un lancement, je vais faire un lancement incroyable. Puis là, je le faisais à tous les entrepreneurs. Puis ce que je voulais lancer, ça s'appelait Mastermind Client à volonté. Puis j'ai fait la campagne au complet, qui était tough. Là. Puis à l'époque, je scriptais tout. Je lisais dans un prompteur. C'était tough faire la vidéo, vraiment. Là. Et j'ai eu un gros total après 3 semaines de promo de 0 vente. Fast forward, 4-5 ans plus tard, 1 million de lancements. Puis après ça, j'ai plus jamais eu de 0 vente dans mes lancements. Mais quand même, le premier, là, en dehors d'Akiro, j'aurais vraiment pu dire « Fuck that, ça marche pas, je suis démoli, je vaux rien, whatever. » Mais tu t'arrêtes pas, tu recommences, tu le refais. Puis à part quand je l'ai dit, il n'y a personne qui savait que j'avais 0 vente. Là. C'est juste moi qui le savais. Là. Bref. Puis il y a ça que je voulais ajouter. Puis l'autre chose que je veux qu'on comprenne, puis qui est comme une vision méthode du marché dans lequel on est actuellement, c'est qu'on est vraiment dans un monde où le personal brand, donc la marque personnelle, c'est-à-dire les individus qui se déploient à travers le média, c'est les king of the world actuellement. Peu importe que tu sois un très grand personal brand comme The Rock, ou Jessica Alba, ou Rihanna, ou Jordan, ou whatever. C'est tous des personal brands. Il y en a qui se sont propulsés comme athlètes. Il y en a que c'est par la musique, le divertissement. Puis il y en a d'autres comme nous autres, qu'on est des plus petits personal brands, que c'est à travers notre podcast, puis notre contenu qu'on fait avec notre cellulaire. Mais le monde, en ce moment, est drivé, et l'entrepreneuriat, les ventes, les entreprises, tout est drivé par le personal brand. Fait que, pour revenir à ce que tu proposais, qui était la même stratégie que j'aurais proposée,
si tu veux faire un shortcut, tu trouves un personal brand qui est fort dans ton marché, tu trouves un moyen de t'y coller, puis d'emprunter un peu de la notoriété, de la crédibilité, le temps que tu bâtisses ton propre personal brand. Mais la décision de développer ton personal brand, c'est-à-dire de prendre possession de la perception que les gens ont de toi parce que tu la maîtrises puis c'est toi qui déploies le contenu, cette décision-là, si tu la prends puis tu te dis c'est maintenant que je la prends puis j'arrête jamais, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Si tu veux faire le shortcut, trouve un autre personal brand, associe-toi à lui d'une façon ou d'une autre. Il y aura un coût, il y aura un investissement à faire, il y aura une démarche de l'huile à coude à mettre. Bref, il y aura de l'énergie à déployer, mais tu vas avoir le shortcut que tu veux. Et c'est clair que, prenons l'exemple de The Rock, qui, moi, je pense, est l'exemple ultime du personal brand, Dwayne The Rock Johnson, qui a déployé, a tout bâti son personal brand à travers le cinéma, la lutte en premier, après ça, le cinéma et les séries télé. Puis là, il leverage ça sur ses médias sociaux, qu'il utilise comme canal pour driver une ligue de football. Il est retourné avec la lutte et il remplit des stades, des arénas complets, marque de tequila, drink énergique, Under Armour apparel. Et tout ça, c'est drivé par le personal brand, qui est le marketing et la vente par le média d'un individu. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est à une ère de connexion ultime parce que tout le monde est tout le temps connecté à tout le monde, mais la qualité des connexions se perd. Mm-hmm. Et si les gens veulent réussir à connecter avec leur audience, ils doivent prendre le temps d'être avec eux, de répondre aux commentaires, d'interagir, d'écrire en privé, de s'intéresser pour de vrai. Parce que là, on dirait qu'on assiste à une génération de gens qui font juste se dire « je me lance, j'installe plein de petits pièges, puis j'espère que le monde va marcher dedans ». Alors que pendant ce temps-là, on est exposé plus que jamais. Tu sais, je veux dire, tout le monde ici, là, on scroll, puis on voit, il y a 300... L'exemple que je donne souvent, c'est le panneau d'autoroute. Tu sais, s'il y a un panneau sur l'autoroute, on a tout le réflexe de le regarder, right? Mm-hmm. Mais si jamais il y avait 300 000 panneaux sur l'autoroute, on s'entend-tu qu'on les regarde plus? Ouais. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on voit en ligne. Il y a 300 000 panneaux publicitaires. C'est les comptes de tout le monde, les reels de tout le monde, les posts de tout le monde. Fait que ceux qui vont se démarquer, là, bonne chance si vous voulez juste faire comme tout le monde, sans prendre le temps d'aller dire « Hey, bonjour, je m'appelle un tel, voici ce que j'offre, c'est comment tu t'appelles, puis de prendre le temps de connecter pour de vrai. » Puis ça, bien évidemment, on parlait de l'exemple de se coller un personal brand qui est fort, mais tu sais, peut-être que, mettons, moi qui a, au moment de l'enregistrement du podcast, autour de 16 000 abonnés sur Instagram, par exemple, ça se peut que si j'écris à quelqu'un qui a 30 000 abonnés, cette personne-là me considère un peu dans le range dans lequel, il y a une ouverture à ce qu'on discute. Mm. Tandis que si moi, demain, j'écris à The Rock, je me rendrai même pas jusqu'à lui, on s'entend? Non, Fait que le monde qui parte, faut pas qu'il parte en peur non plus en se disant « Ouais, mais comment je fais, moi, pour réussir à parler à Marie-Mé? » Commence pas nécessairement par Marie-Mé. On la salue d'ailleurs. On sait que tu écoutes toujours notre podcast, Marie. On t'embrasse. Fait que, hey, d'ailleurs, parenthèse, parlant de Marie-Mé, ça n'a pas rapport avec elle, mais on dit à tout le monde qui sont à l'écoute, allez mettre un 5 étoiles sur l'épisode, s'il vous plaît, si ça vous a apporté de la valeur jusqu'à maintenant. Si vous trouvez que ça fait réfléchir, ça fait rire ou ça fait à la limite passer le temps, un petit 5 étoiles, ça fait vraiment une belle différence. Si vous êtes sur YouTube, laissez-nous un beau commentaire. Partagez-nous ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant. Puis, on parlait de donner de la valeur, là, donner. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui va avoir montré à certaines personnes que, hey, je sais pas ça fait combien de temps qu'on enregistre en ce moment, mais si on est capable de donner cette valeur-là, si quelqu'un littéralement écoute l'épisode d'aujourd'hui, met des pauses, puis se fait une liste d'actions à faire par rapport à l'épisode, il y en a pour des mois de travail à faire. Fait imagine s'il passe à l'étape d'après, puis qu'il vient dans notre univers, puis qu'il travaille avec nous sur une base régulière. Donc, on espère vraiment que cet épisode-là vous aura apporté de la valeur. Puis Guillaume, peut-être pour wrapper ça up, parce que je sais pas exactement ça fait combien de temps, parfait. Y a-tu quelque chose que tu aimerais dire comme une espèce de mot de la fin pour qu'on puisse s'assurer là, que tout le monde parte d'ici avec la tête pleine puis la drive de réussir leur marketing, leur vente? Ben, en fait, j'ai le goût d'adresser la portion probablement inévitable du découragement qui arrive à un moment donné quand tu te lances dans le marketing puis que tu commences à créer du contenu puis à déployer tes idées, tes messages. Puis une des problématiques, je pense, majeures qui amène au découragement, c'est quand tu essaies de le faire tout seul de ton bord.
Donc, moi, ce que je dirais en conclusion, c'est entourez-vous de personnes, créez un pod. Donc, par exemple, s'il y a 5, 6, 7 personnes avec qui vous connectez, puis vous dites, quand on publie, là, on va hacker l'algorithme ensemble, puis on va tout. Moi, je publie, là, puis tout le monde, vous allez venir commenter en dessous, puis mettre des likes, puis partager, ou whatever, là, les actions que vous décidez, puis je vais faire la même chose. Fait que comme ça, vous avez un pod, vous avez une gang, puis là, vous trouvez des gens qui ont à peu près le même niveau. Parce qu'on pense souvent qu'il faut faire un jump à The Rock, tu sais, où il faut toucher des personnes qui ont des milliers d'abonnés, puis qu'il faut s'entourer de ces gens-là. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on trouve des gens qui ont à peu près notre niveau, puis ensemble, quand tous les bateaux montent, quand la marée monte, tous les bateaux montent. Hein. Fait que comme ça, ensemble, on grandit, puis on se retrouve tous dans des sphères similaires ensuite. Fait que moi, c'est un peu ça que j'aurais envie de laisser comme conclusion, c'est essayez pas de faire ça tout seul. Trouvez l'environnement. By the way, la LMF, pour tous les entrepreneurs du top 10, c'est un bel endroit, mais trouvez l'environnement où c'est naturel de créer du contenu, de faire du marketing, de vendre, de communiquer son message, de contribuer. Trouvez cet environnement-là, puis faites-le pas seul. Je pense que c'est une clé majeure. Puis nous, souvent, on organise, encore plus dans le futur, mais on a des gros événements à grand déploiement qui s'en viennent pour justement bâtir des communautés entrepreneuriales puis donner accès à ces genres d'environnements-là. Puis souvent, c'est à très faible coût même que ces opportunités-là se présentent. Fait que si jamais il y en a parmi vous qui écoutent le podcast puis qui se disent ça pourrait être le fun de se placer dans un environnement comme ça, on a une guest list, dans le fond, une liste d'attente que ça va être possible de rejoindre pour tout le monde qui veulent de l'information sur ces événements-là. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est écrivez-nous, demandez l'information, puis on va vous diriger vers la bonne ressource pour que vous puissiez avoir accès à ces beaux événements-là pour connecter avec d'autres personnes comme vous qui veulent une meilleure business et devenir une meilleure personne à travers ça. Yes. Que, faites du marketing, les amis. Faites du marketing, les amis. Ça, c'est le mot de la fin. Vous êtes nos amis, on veut que vous fassiez du marketing, donc faites du marketing, les amis. C'est une façon de contribuer. Ah, faut le voir comme ça. C'est magnifique. Fait que, bel épisode, Ah, Guillaume. Seigneur. Bel épisode. Bel épisode. Moi, je suis très fier de nous. Ça se finit comme ça. Hein? Bye, les amis. Au revoir. Puis surtout, 5 étoiles, commentaires. On veut savoir qu'est-ce que vous avez retenu de l'épisode d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai rien retenu, fait que je vais le réécouter. Ouais. Mais j'ai trouvé ça bien. Très fier. Ça, c'est le moment où je devrais juste arrêter puis qu'on puisse finir l'épisode, I guess. Okay. Bye, les amis. Ciao. Hey, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là qui traitait du marketing et des ventes pendant que Manu fait tout pour me déconcentrer. Pour vrai, je pense que c'est un épisode qui est rempli de pépites. Comme Manu vous l'a dit en introduction, il y a vraiment plusieurs moments où ça mérite de prendre une pause puis de prendre en note soit les idées qu'on vous a dit, mais surtout les idées qu'on a activées chez vous, dans votre cerveau. Puis une fois qu'on fait ça, puis qu'on prend ça en note, puis qu'on se met tout de suite en mode action avec la plus petite action possible maintenant, c'est là qu'on se met à faire du marketing puis des grandes idées avec des écoutes de podcasts comme vous venez de faire. Donc, vraiment, prenez pas cet épisode-là à la légère. Peu importe à quel point on a été dans le flow, moi puis Manu, puis comment c'était structuré, il y a plein de moments où on a vraiment partagé de la sagesse marketing de plusieurs années d'expérience. Et comme d'habitude, si vous demandez comment on fait pour être beau comme ça, ben, on a une bonne hygiène personnelle. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite de ça, c'est définitivement la gang de Create You qui nous aide à avoir un beau teint, des belles lumières, une belle image, un beau son, avec Étienne qui est inclus en plus. Fait que venez voir Étienne chez Create You si vous avez besoin de contenu.